Nous allons donc parler de ce mouvement éditorial qui est un mouvement à la fois artisanal, qui a une dimension aussi écologique, qui a une dimension commerce solidaire, dans le cadre du Festival des Incertitudes. Donc la première question qu'on peut se poser, quel est le rapport entre les incertitudes et ce mouvement éditorial, et pourquoi ce choix? Tout d'abord, quand il a été question, il nous a été demandé de contribuer à ce Festival des Incertitudes, un premier point sur lequel j'ai pensé, c'est le fait que je ne souhaitais pas tout simplement refaire un énième constat des incertitudes de la nature, des incertitudes et du nombre d'incertitudes qui caractérisent le monde actuel, ou qui caractérisent l'histoire, ou qui caractérisent notre vie. Et j'ai essayé de chercher, de penser à des réponses qu'on peut donner face à des incertitudes. Et cette idée d'un mouvement éditorial qui vise à confectionner des livres selon une méthode qui est artisanale, Alicia va nous en parler tout à l'heure, et ce mouvement éditorial qui, la plupart du temps, est doté aussi d'une dimension de commerce solidaire et qui est doté aussi d'une dimension écologique, ce mouvement qui souvent prend aussi la forme d'une association de quartier, et qui donc est fondée sur des initiatives qui émergent de la société civile, est une réponse possible devant les incertitudes économiques, politiques, sociales, une réponse devant les incertitudes provoquées par l'état actuel du marché éditorial, un marché qui se caractérise par une hégémonie des grandes maisons d'édition, les difficultés qu'ont les librairies pour vendre des livres. Face à ce modèle, les maisons d'édition Cartonera viennent apporter une réponse qui n'est pas une réponse visant à remplacer les grandes maisons d'édition, c'est une réponse qui vise à multiplier les possibilités de circulation, de permettre à la littérature de circuler autrement. Donc, c'est en ce sens que j'ai pensé à ce projet du mouvement Cartonera. Et on avait, à l'Université de Clermont, on a depuis quelques années une habitude de travailler avec des associations, des maisons d'édition de ce type. Donc il y a une complicité entre les trois participants de la table ronde aujourd'hui. Wellington Dimer, qui est un agitateur culturel dans la ville de Recife, dans l'État de Pernambouc, il est venu il y a quelques années à Clermont-Ferrand pour collaborer avec la Semaine de la Poésie, qui est un festival de poésie qui a lieu depuis 32 ans dans la ville de Clermont-Ferrand. Il est venu en tant que représentant de la politique littéraire de l'État, et à ce moment-là, je lui ai présenté un créateur d'une maison d'édition qui existait à l'époque, Cefisa Cartonera. Ils se sont, bien entendu, depuis, il y a un groupe qui s'est élargi avec l'arrivée d'Alicia, qui était, si je ne me trompe pas, étudiante à l'université à l'époque, ou qui est devenue étudiante à l'université. Et c'est comme ça qu'un mouvement donc aussi de transfert culturel entre la France et le Brésil s'est mis en place autour de ces livres. Donc on a cette histoire à l'université de lien avec le mouvement Cartonero. Et cette histoire se justifie pour deux raisons. Il y a une raison d'ordre, on va dire, scientifique, recherche. Je travaille dans un laboratoire de recherche qui s'appelle le CELIS, le Centre de recherche sur les littératures et la sociopolitique. C'est un centre qui est très préoccupé par la question suivante. On cherche à comprendre la littérature en prenant en compte les liens que le texte établit avec tout ce qui l'environne, tout ce qui est autour du texte. Donc, parmi les choses qui sont autour du texte, il y a les projets éditoriaux. On part du principe d'un présupposé que le même texte publié selon tel ou tel projet éditorial ne va pas être lu de la même façon. On va en parler tout à l'heure, étant donné comme exemple le cas de ce livre qui paraît aujourd'hui, donc le dictionnaire de Machado de Assis. Donc ça, c'est un présupposé scientifique, on essaie de développer des projets autour de ça. Et il y a un autre aspect d'ordre pédagogique. On a une licence et un master d'études portugaises et brésiliennes, et
développé depuis quelques années, c'est l'insertion par un parcours qui s'appelle média et médiation culturelle, où les étudiants apprennent à produire et animer une émission radio, réaliser des vidéos, créer des associations, et à partir de l'année prochaine, ils vont apprendre aussi à réaliser des projets éditoriaux dans ce format Cartonero. Et donc c'est de là que vient donc, notre intérêt. Et, donc la soirée va se passer, on va discuter nous trois sur le projet, sur le mouvement Cartonero. On va parler de 2 parutions, donc le dictionnaire de Machado de Assis et le chasseur de papillons, qui est un poème de Wellington Timmer. Ensuite, il y aura un échange donc, avec le public, un petit débat, et à la fin, une visite guidée avec une vente de livres au rez-de-chaussée. Donc, je voudrais commencer, donc passer la parole à mes camarades d'aventure lors de cette table ronde. Donc, Alicia Cuerva, qui dirige cette maison d'édition qui s'appelle Cosette Cartonera, elle va nous parler d'un projet magnifique qu'elle va commencer, qui va démarrer maintenant en novembre, où elle va traverser l'Amérique latine en visitant à vélo, en visitant différentes maisons d'édition. Par vélo quand même. Par vélo, avec son vélo, son vélo librairie. Et Wellington Timmer, qui est écrivain, traducteur et qui dirige une maison d'édition à Recife qui s'appelle Mariposa Cartonera. Donc, on pourrait commencer par je voudrais vous demander à Alice de nous présenter rapidement quelle est la philosophie de ce mouvement Cartonero, et ensuite on pourrait parler de l'internationalisation avec Wellington Timmer, la présence de ces maisons d'édition dans différents pays. Donc, pour parler de la philosophie des éditions Cartonera, je pense qu'il faut évoquer Eloísa Cartonera, qui est en fait la première maison d'édition Cartonera à être née, donc en Argentine, dans le quartier de La Boca, en 2003, pendant la grande crise économique des années 2000. Et donc, cette maison d'édition est née avec Washington Curto, qui est un poète, et Javier Barilaro, qui est un artiste plasticien. Et donc, ces 2 personnes qui déjà faisaient des livres de manière artisanale ont voulu aller plus loin et résoudre un problème économique et social du pays, enfin au moins aider, en rachetant le carton des cartoneros, donc des gens qui ramassent le carton dans les rues, à un prix plus élevé pour leur donner de meilleures conditions de vie, pour ensuite en faire des livres. Donc, au début, ils n'avaient pas forcément l'idée de sortir des gens de la misère, de transformer de la poubelle en littérature. C'était pas leur idée, ils voulaient juste s'amuser, travailler en équipe. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à ouvrir un atelier qui s'appelle, ils l'appellent la Carto. Donc c'est leur atelier où ils fabriquent leurs livres. Et donc ils ont réussi à allier la fabrication artisanale du livre, l'aide aux populations démunies, donc les cartoneros et les cartoneras qui ramassent dans la rue en leur achetant le carton à des prix plus élevés, et en plus en les embauchant dans la coopérative qu'ils ont créée. Et du coup, ce qui est fabuleux avec ce mouvement éditorial, c'est que des gens qui travaillaient dans la rue, un cartonero, aujourd'hui, c'est aussi un éditeur. C'est devenu un néologisme, en fait. Un cartonero, c'est aussi un éditeur, donc c'est assez fabuleux. Ces éditions-là ont réussi à transformer des gens de la rue en personnes qui font des livres. Et habituellement, c'est quand même quelque chose qui est réservé à une élite. Un éditeur, c'est quelqu'un qui est considéré de manière grandiose. Donc, c'est un petit peu la merveille de Eloísa Cartonera. Et donc, cette idée à partir donc, du recyclage, puisque le carton est récupéré, le côté artistique aussi, puisque toutes les couvertures, comme vous pouvez le voir, elles sont toujours peintes à la main, faites individuellement. Donc, ça mêle recyclage, côté artistique, artisanal, puisqu'il y a une valorisation des savoir-faire artisanaux, avec une littérature de qualité et à bas prix, pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre. Chaque structure a vraiment ses particularités. On peut le voir, par exemple, Mariposa à Cartonera. Par exemple, Wellington pourrait nous présenter le fonctionnement de Mariposa. Wellington, você pode apresentar o funcionamento de Mariposa Cartonera e de uma maneira mais geral, das cartoneiras no Brasil e eventualmente em outros países? Sim, eu falo em português, a gente faz tradução sucessiva.
eu não falo. Como fazemos? Pode começar de novo, por favor. Bom, eu posso fazer a intervenção em português e na sequência vocês fazem a tradução. O público não é lusófono, né? A maioria sim, mas se for preciso a gente traduz. Pode. Tá, a Mariposa ela surgiu em 2013 a partir de um desejo que eu tinha de publicar um livro, eu tinha escrito um livro para o meu filho mais velho, Aleph, e queria fazer a edição desse livro de forma artesanal. E aí, um ano antes, eu tinha tido o primeiro contato com o movimento cartoneiro a partir de uma oficina que o governo do estado havia trazido para aqui o estado de Pernambuco, com a presença da Lúcia Rosa, que foi a primeira experiência cartoneira aqui no Brasil, com a Dulcinea Catadora de São Paulo. Então ela veio dar uma oficina para aquela que viria a ser a primeira cartoneira de Pernambuco, no nosso estado, que foi a Severina Catadora, formada por catadores e escritores, seguindo a ideia original do movimento cartoneiro. Um ano depois, né? A gente vai fazer uma dupla tradução, porque ao mesmo tempo, mesmo em português, está difícil de entender. Tá bom? Tá. Então, vou traduzir. Eu entendi o português. Donc, la maison d'édition est née en 2013. Où elle avait suivi un atelier cartonero qui avait été donné par Lucy Rosa, qui est un personnage important pour le monde, c'est ça? Oui, voilà, parce que du coup, c'est la première cartonera qui est née au Brésil. Elle est née à São Paulo, et donc elle travaille vraiment avec les collecteurs de rue de São Paulo. Elle les forme à fabriquer des livres, elle travaille vraiment en lien direct, et du coup, à l'époque, elle faisait pas mal d'ateliers à travers le Brésil, et c'est comme ça qu'elle a rencontré dans le nord Wellington. Donc, où le souhait de Wellington était de publier son poème, ce long poème Chasseur de papillons, qu'il a écrit pour son fils aîné qui s'appelle Aleph. Bom, um pouco depois de ver como era bacana a reação do público e a recepção desse tipo de livro, eu achei que seria interessante, de repente, também publicar outros autores. E aí a gente passou a fazer um trabalho editorial de buscar autores que a gente queria publicar e se reunir em coletivos. Então, a ideia é sempre juntar pessoas que queriam colaborar. A gente teve a contribuição que aí mudou completamente o nível de qualidade dos livros da Mariposa, que foi quando a Patrícia Cruz passou a fazer o design dos livros. Na sequência, a gente teve a colaboração de Ana Nova, que é encadernadora, que também se aproximou, o próprio Andréa Ribas. Então, várias pessoas que se aproximaram do movimento e que passaram a formar um coletivo informal, que hoje seria a Mariposa Cartoneira. Moi, je n'ai pas tout compris, donc je vais demander à Alice de traduire. Donc du coup, il est en train de parler du collectif de Mariposa Cartonera. Donc en fait, ce qui lui a donné envie de continuer, c'est la réaction merveilleuse du public en voyant donc ces livres en carton. Enfin, une réaction un petit peu hors du commun. On ne dit pas au début, on va faire des livres en carton, les gens vont adorer ça. On n'y croit pas au début. Donc il a décidé donc de publier d'autres auteurs. Et c'est comme ça qu'un collectif informel s'est constitué avec donc Wellington, avec Patricia Cruz Lima qui est donc la graphiste de Mariposa, et aujourd'hui donc il y a de nouveaux membres comme Anna Nova qui est en fait la relieuse officielle de Mariposa, qui fait aussi des fois les conceptions de couverture, et c'est avec elle que je me suis formée pour approfondir mes techniques de reliure en janvier dernier quand je suis allée les voir. Você pode falar, vocês dois podem falar da relação que cada editora estabelece com outras editoras em outros países, essa dimensão internacional das cartoneiras? Você quer falar, Wellington? Posso falar. Uma das coisas interessantes do movimento cartoneiro é essa capacidade de trabalhar em rede, de maneira colaborativa, e de fazer coedições, uma coisa que normalmente no mercado editorial tradicional envolve muita burocracia, porque envolve muito dinheiro. Então, no nosso caso, nem tem muito dinheiro, nem tem burocracia. Talvez por não ter muito dinheiro facilite não haver tanta burocracia. Traduz essa parte, depois eu continuo.
Donc il explique qu'il y a une relation hors norme entre les cartoneras, puisqu'il y a énormément de coéditions, et ça on pourra le voir en bas dans l'exposition. C'est quelque chose qui est peu commun en fait dans les maisons d'édition classiques, puisque ça implique tout un processus bureaucratique et également de grosses sommes d'argent misées. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué dans les maisons d'édition traditionnelles. Et du coup, dans les maisons d'édition cartoneras, comme il y a ni bureaucratie ni argent, c'est pas du tout un problème qui se pose. C'est ça que les coéditions se multiplient vraiment entre différents pays. Et du coup, Mariposa et Cosette en est vraiment un exemple parfait, puisqu'on travaille vraiment de concert très régulièrement. Il y a des maisons d'édition dans combien de pays et combien y en a-t-il en France? Alors ça, c'est une question très difficile, puisque en fait, donc on appelle ça l'effet champignon des cartoneras. En fait, elles naissent très rapidement, mais aussi elles disparaissent très rapidement. Donc en fait, essayer de mettre sur un map quelle cartonera est actuellement active dans le monde, c'est vraiment quasiment impossible, puisque dans la même journée, il y en a peut-être 2 qui vont naître et 3 qui vont disparaître. Donc c'est vraiment très aléatoire en fonction des mondes. C'est un peu comme la bourse, ça change toutes les minutes. Donc c'est un peu compliqué. Pour avoir un panorama de ce qui, des cartoneras qui sont actives, il y a quelque chose qui se fait, c'est d'aller sur Facebook, puisque en fait, ce sont des structures qui travaillent énormément avec les réseaux sociaux et elles publient énormément ce qu'elles font, parce qu'on adore partager à travers l'océan Pacifique Atlantique ce qu'on fait. Donc pour savoir qui est actif, il faut vraiment aller sur Facebook et regarder. Donc donner un nombre exact, c'est un peu impossible. Par contre, ce que je sais, c'est que dans la bibliothèque de Madison, qui catalogue tous les ouvrages du monde entier des livres cartoneros, il y a déjà 55 cartoneras qui sont répertoriés, mais en sachant qu'il y en a au moins 150, voire 200 qui ont déjà existé. Dans l'exposition en bas, vous en aurez 35 en démonstration. Et en France, actuellement, donc nous avons, si je me trompe, 4 cartoneras actives. Donc il y a à Angers, il y a La Marge, à Paris, vous avez Les Chiens de la Casse, et à Clermont-Ferrand, vous avez Cartoceros Édition et Cosette Cartonera. Donc voilà, ça fait 4. Les autres, il y en a d'autres qui ont existé, mais aujourd'hui, elles ne sont plus en activité. O Elton quer acrescentar alguma coisa sobre a dimensão internacional dos cartoneiros? Bom, no caso da gente é uma coisa meio que natural a gente trabalhar de maneira colaborativa, não só de forma internacional, mas dentro do próprio Brasil, dentro do estado da gente. A gente acha que é muito importante estabelecer esse intercâmbio com outros cartoneiros fazendo coedições. Tá picotado, é minha voz? A gente não está entendendo, não. Ah, tá. Mas a gente concorda. Acho que está falando da parceria no Pernambuco mesmo. Em Pernambuco. No Pernambuco e no resto do Brasil. Eu queria falar só assim, que a gente, por exemplo, uma das coisas que a gente estimula é a fazer oficinas e ensinar o método cartoneiro para outros coletivos. A gente ajudou a criar um coletivo em Porto Alegre, na região metropolitana de Natal. Em São Paulo a gente ajudou inicialmente a Malha Fina na USP. Então tem esse trabalho também de ajudar a criar novos núcleos, que é uma das premissas de Washington Cucurto, quando ele diz que quanto mais cartoneiras existirem no mundo, melhor. Donc il explique à partir d'un précepte Washington Cucurto, celui qui a lancé la machine Cartonera, qui dit plus il y aura de cartoneras dans le monde, mieux le monde se portera. Et donc il explique qu'au Brésil, donc autour de la Ligue Cartonera, la Liga Cartonera, donc Wellington, dans le cadre de Mariposa Cartonera, mais également d'autres structures cartoneras, ont vraiment le souci d'aller former toujours plus de personnes pour apprendre à fabriquer simplement ces livres-là, pour pouvoir éditer plus librement, plus facilement des ouvrages, et pas seulement des ouvrages destinés à la vente, mais également des ouvrages pour un public plus restreint. Par exemple, dans les écoles, dans les bibliothèques, il y a des textes qui sont produits pour apprendre à en faire quelque chose. Et donc, il explique que vraiment, il voyage à travers déjà l'État de Pernambouc, aujourd'hui, à 15 cartoneras, en grande partie grâce à lui, parce qu'il a vraiment fait beaucoup d'ateliers, souvent gratuitement et bénévolement, pour vraiment
donner accès à ces techniques à tout le monde, mais également dans d'autres parties du Brésil. Et c'est vraiment quelque chose qui vient aussi de Eloïsa, puisque c'était ce que Washington faisait en ses débuts, même si aujourd'hui il s'est un petit peu retiré. On pourrait peut-être parler des deux exemples, des deux livres qu'on présente aujourd'hui. Je sais pas, on commence par le dictionnaire. Le dictionnaire. Donc là, ce livre, c'est un exemple intéressant de ce que je disais au départ. Le même texte qui est lu dans un format différent, qui est inséré dans un environnement éditorial différent et qui acquiert un sens différent. Donc, le cas du dictionnaire de Machado de Assis. Donc, au départ, on avait réalisé une première traduction du texte, Alice et moi, pour l'exposition Machado de Assis, le sorcier de Rio, qu'on a présenté en 2015, que j'ai organisé et que j'ai présenté à l'UNESCO en 2015. Donc, on avait, parmi les panneaux de cette exposition, il y avait cette bibliothèque virtuelle. Donc, le public pouvait télécharger des livres, un certain nombre de livres, dont cette première traduction du dictionnaire, qui est un texte assez court, que Machado de Assis avait publié tout d'abord dans un journal de grande circulation, la Gazeta de Noticias. Ici, donc, vous avez les colonnes de droite, où il publiait des textes littéraires. Donc, le 1er mars 1885, Machado de Assis est déjà un auteur confirmé. Il avait déjà publié son roman peut-être le plus important, Le mouvement posthume de Blas Cubas. Il a publié 3 apologues, c'est comme ça qu'il a intitulé son texte du 1er mars 1885, qui réunit 3 histoires qu'il va ensuite reprendre dans des livres, dans des recueils de nouvelles. Donc vous avez 3 histoires dans les dictionnaires, qui apparaît ici, d'accord ? Donc, les dictionnaires, c'était le titre originaire du texte. Donc, cette nouvelle très courte qui apparaît parmi des faits divers, des chroniques, des réclames publicitaires, et qui est reprise plus tard dans un livre qui s'appelle Páginas Recolhidas, qui est un livre assez étrange parce que dans ce livre, Machado de Assis, en 1899, il reprend un certain nombre de nouvelles, il ajoute à ces nouvelles un discours qu'il a prononcé, une lettre. Donc c'est un livre assez hétéroclite où il y a donc au dictionnaire. Donc le titre a été modifié. Il y a quelques petites modifications qui sont faites dans le texte. Et donc le texte est lu, relu. Il acquiert des sens différents. On ne va pas parler spécifiquement de comment le sens du texte va être infléchi et redevable à ce nouvel environnement éditorial. Et on a cette édition qui est lancée aujourd'hui où le texte a acquis une actualité surprenante. Donc, grâce notamment aux illustrations qui ont été faites par Well dans l'email, l'histoire qui est racontée dans ce texte, c'est l'histoire d'un conspirateur qui pense être un poète, donc qui fait un coup d'État, qui destitue le pouvoir en place au nom du peuple. Et une fois qu'il entre dans le texte commence par cette situation, une fois qu'il entre dans le palais, il constate que sur le trône, il n'y a de la place que pour une seule personne. Il dit, c'est très simple, je m'assois sur le trône, et il prononce cette phrase devient célèbre, je suis, en s'adressant à la foule, il dit, je suis vous, vous êtes moi. Donc à partir de là, il devient un conspirateur qui est autoritaire et arbitraire. Il va prendre une série de décisions aussi en fonction de son plaisir, de sa volonté. Et les limites de son pouvoir et de l'instrumentalisation qu'il fait de l'État, les limites vont venir à partir du moment où il touche à 2 questions, les sentiments, le cœur et la poésie. C'est-à-dire qu'il tombe amoureux d'une fille qui accepte de l'épouser à condition qu'il organise un concours de poésie et que le vainqueur, elle acceptera d'épouser le vainqueur. Comme il pense être un grand poète,
il organise le concours de poésie, bien sûr il perd, c'est celui que le prétendant, l'élu du cœur de la jeune fille qui gagne le concours. Et bien sûr, quand il s'agit d'un roi, un conspirateur qui prend des décisions pour imposer sa volonté, il modifie les règles du concours. Il les modifie constamment jusqu'à une dernière tentative quand il justement décide de réunir tous les dictionnaires du pays pour en faire un seul, un dictionnaire qui énumère des mots qui sont absolument imprononçables et compréhensibles. Et le dernier concours va être un concours où cette nouvelle langue va être imposée. Et une fois de plus, le poète gagne le concours. Et donc je ne vous raconte pas la fin de l'histoire, je vous invite plutôt à découvrir cette histoire de Machad de Assis, ou la redécouvrir parce que justement, Wellington a eu l'impression que nous avons eu cette impression qu'il y avait un certain nombre d'affinités entre cette histoire et la situation, l'incertitude sociopolitique actuelle au Brésil. Donc le dessin indique très clairement la piste du rapprochement entre le personnage principal et le président actuel de la République. Et dans la postface, j'indique comment ce texte est tellement riche qu'on peut effectivement s'autoriser à faire cette lecture anachronique, mais on peut avoir aussi un certain nombre d'autres lectures qui sont possibles. Voilà, donc c'est un exemple de la façon dont le texte a traversé un siècle. Il a été lu par le lecteur du journal qui a probablement jeté le journal le lendemain. Il a été lu par un autre lecteur 10 ans plus tard dans la première édition de Pages Incognites. Il a été lu par-ci, par-là. Il a été légèrement oublié par le public et aujourd'hui on le publie en format A6 aux éditions Cefisa et Mariposa Cartonera. Cosette. Cefisa, non. Non, Cefisa, non, pardon. Cosette et Mariposa, voilà. Donc, le chasseur de papillons, je voulais juste rajouter quelque chose sur le dictionnaire, parce que donc, en parlant de ce côté engagé en fait du livre, puisqu'en réalité avec cette édition on est en train de critiquer quelque chose dans la situation actuelle du Brésil, et en fait c'est une des autres caractéristiques des livres cartoneros, parce qu'on ne publie pas uniquement des livres de grande qualité littéraire, on a aussi un souci de s'engager dans la société actuelle, et Mariposa est un exemple de cet engagement, puisqu'elle édite régulièrement des ouvrages qui sont destinés à soutenir des mouvements sociaux, par exemple de la ville de Recife, et c'est ce qui s'est passé avec un livre qui s'appelle Inquebrável, Estelita pra cima, donc c'est un des exemples, il y en a d'autres, qui a été édité pour soutenir une communauté. On allait détruire en fait des bâtiments dans la ville de Recife, donc c'était pour soutenir les personnes qui occupaient ces bâtiments-là. Il y a un autre exemple qui est le livre Ayotzinapa, qui est édité par plusieurs cartoneras pour soutenir la disparition des 43 étudiants mexicains, donc en septembre 2014 dans l'état de Guerrero. Donc voilà, pour montrer que l'engagement politique et social est aussi une des caractéristiques de ces livres. Donc le chasseur de papillons. Oui. Est-ce que... Alors oui, donc du coup, en janvier dernier, quand je suis allée rencontrer Wellington et Mariposa Cartonera à Recife pour une coédition du Petit Prince, j'ai découvert ce livre-là, O Caçador de Mariposas, et comme j'ai beaucoup apprécié travailler donc avec cette équipe, j'ai proposé à Wellington d'un jour faire une traduction française. C'était assez osé parce que le texte était très difficile à traduire, donc je l'ai co-traduit avec Loïc Bozel. Et donc Wellington, ravi, a accepté cette proposition. Et donc c'est encore un exemple de comment les cartoneras fonctionnent, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire de l'argent. Moi, j'ai pas demandé à Wellington qu'il me paye pour faire une traduction en français. Lui, il ne demande pas que je lui reverse des droits d'auteur. On fait ça avant tout pour faire circuler un texte. Wellington, você quer falar alguma coisa? Caçador de Mariposa? Sobre o caçador ou sobre o dicionário? Passamos ao Sobre os caçador. dois, mas Brevemente sobre o dicionário primeiro. É muito importante que se saiba e eu acho que o fato da gente publicar o
o dicionário, né, que surgiu e a partir de uma conversa a gente começou a ver as relações que havia, né, Alice e Saulo, com o momento atual, e como importante seria essa publicação, né, que a ideia surgiu a partir daí e a gente aqui foi fazendo essas leituras, vendo a partir da nossa realidade, e como é importante essa interferência que o movimento cartoneiro faz, essa relação que existe, como você acabou de falar, com o ativismo, né? Ou seja, não é simplesmente publicar literatura, as belas letras, mas se situar no tempo, sem ser panfletário, usando realmente o poder da arte para modificar a realidade, que eu acho que no final das contas o tema principal do dicionário, né? É a capacidade da arte de modificar a realidade e de como a arrogância do poder ela não pode suplantar o poder da arte. Donc l'importance que la littérature là peut avoir pour modifier la réalité, c'est essentiellement ce que dit Wellington et la façon dont ce livre, le dictionnaire, peut nous permettre d'avoir un message par rapport au Brésil actuel. Você pode falar das ilustrações que você fez? Sim, as ilustrações fizeram, assim, pensei a ilustração primeiro remetendo um pouco. Tá um pouco difícil a gravação, né? Tá difícil. Tá. Vocês querem continuar um pouco a conversa, a gente refaz a ligação, de repente? Vamos, então vamos continuar então. Eu vou desligar e tentar. Calma, pessoal. Daqui a pouco recomeça, hein? Obrigado para quem está acompanhando aí, para quem já acompanhou. Curtam e mandem comentários. Donc ça, c'est un exemple vraiment de la façon dont les maisons d'édition Cartonera réussissent peu à peu à dépasser les obstacles, le marché éditorial qui est un marché conçu pour les grandes maisons d'édition. L'autre exemple, c'est par exemple Milo, qui est un poète de Recife qui est très connu et qui est édité notamment chez Mariposa Cartonera. Et voilà, celui-ci. Et donc, c'est vraiment un des livres qu'il fabrique le plus. Il y a une photo où on voit Wellington en train de travailler et il y a un tas comme ça de livres de Milo devant lui. Et vous vous rendez peut-être pas compte, mais quand vous savez que tous les livres sont faits un par un à la main, c'est un travail vraiment époustouflant. Donc voilà, ça montre que des fois il y a tellement de demandes qu'il faut assurer derrière au niveau de la fabrication. Et ce que je peux rajouter, c'est que vraiment chaque maison d'édition Cartonera a ses propres préceptes pour choisir ses textes. Il y en a qui... il y a par exemple une Cartonera espagnole, elle ne publie même pas des auteurs, elle publie uniquement des essais, des recueils de témoignages, des textes vraiment très engagés. Parce que son objectif, c'est vraiment d'être activiste au sein de la société espagnole. Donc c'est Pensare Cartoneras. Il y en a d'autres qui éditent uniquement de la poésie, il y en a qui éditent uniquement des textes en portugnol sauvage, qui est une interlangue hybride qui mélange le portugais, l'espagnol, le guarani et d'autres langues du monde. Donc il y a vraiment un peu de tout. Et au niveau de la qualité, c'est pareil, puisqu'il y a des personnes qui choisissent d'éditer uniquement des textes d'enfants, d'autres des textes de jeunes auteurs, d'autres des textes du domaine public. Donc voilà, il n'y a pas de généralité à faire. Je pense que chaque structure a son propre fonctionnement. On pourrait peut-être commencer un débat avec le public. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des demandes de précision? Le micro.
passe pas. Je voudrais savoir, est-ce que vous continuez aussi le travail des photos? Qui ça, les cartoneras en général? Oui, absolument. Par exemple, chez Cartoceros Éditions à Clermont-Ferrand, il y a un livre qui s'appelle Moment, et c'est un recueil de poèmes en prose poétique, qui mélange justement texte et photographie sur pleine page. Et il y a autre chose qu'on a fait, c'est un carnet de voyage qui est en bas, où en fait on retire les photos. Donc on va chez le photographe, on les réimprime une par une et on les recolle une par une dans chaque livre. Donc oui, c'est possible. Des livres illustrés, il y en a ici, on a des exemples peut-être, non? Alors oui, la nouvelle... Oui, donc on avait montré puisque le dictionnaire est illustré. Et oui, en effet, le chasseur de papillons, donc pour l'édition française, il y a 3 illustrations pour un petit peu contraster l'amertume des poèmes et donner un petit peu le point de vue du chasseur de papillons, qui est Aleph, en fait, en réalité, la métaphore de Aleph, qui est le fils de Wellington Memelo, qui est là. Donc oui, il y a des illustrations. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on a des moyens financiers très réduits, et publier avec des couleurs, c'est très très cher. Pour vous donner un exemple, une impression, une face en couleur, ça coûte 24 centimes. Quand on en imprime déjà plus de 4500, donc c'est un tirage de au moins 500 exemplaires, c'est pas possible pour nous, on tire à 50-100 exemplaires. Donc c'est pour ça que souvent vous allez voir dans les livres en carton, les illustrations sont en noir et blanc. 24 centimes et en noir et blanc, combien ça coûte? Alors en noir et blanc, ça dépend. Donc c'est entre 5 et 3 centimes selon le nombre de tirages qu'on va faire à la page. Bon, après ça c'est mon imprimeur, hein. Je sais pas les autres, mais voilà, ça mon imprimeur, voilà le prix. Après il y a d'autres structures qui investissent et qui ont leur propre machine, ce qui fait baisser les coûts aussi, mais il y a quand même beaucoup de cartoneras qui sous-traitent l'impression parce que c'est très long en fait d'attendre devant l'imprimante et de pouvoir sortir les pages une par une. Quand on n'a pas un matériel professionnel, c'est très très long. Des questions? Je voulais savoir si on avait le même principe de l'opéra. Est-ce qu'il y avait une différence entre, par rapport aux couvertures, par exemple, d'avoir le carton, d'avoir autre chose? Alors, ça arrive. Alors, en général, c'est toujours en source d'arbre, il y a toujours de la cellulose derrière. Mais il y en a en fait qui disent donc avec du carton cannelure simple, comme ça, ce qu'on trouve dans la rue. Parfois cannelure double, donc plus épais. Mais il y en a qui utilisent simplement des feuilles cartonnées. Il y en a qui utilisent des briques de lait. Donc c'est toujours quelque chose qui va être récupéré de toute manière. C'est assez rare de voir quelqu'un qui va aller chez un imprimeur acheter des couvertures faites pour les livres. Moi, je ne l'ai jamais vu. C'est souvent du papier qu'on transforme en couverture, mais plus souvent du carton parce que c'est quand même plus solide. Donc cette différence est intéressante. Vous n'achetez pas le carton? Voilà, oui. Alors que Wellington, parfois, c'est le cas. C'est déjà arrivé, mais c'est assez drôle l'histoire de Wellington. Il m'a raconté quand j'étais là-bas. Le problème, c'est que donc, les collecteurs de rue, ils vendent le carton au kilo. Et pour gagner plus d'argent, forcément, ils vivent dans la misère. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mouillent le carton pour qu'il pèse plus lourd. Et pour nous, le carton mouillé, ça sert plus à rien. Donc, du coup, au final, des fois, il avait un peu de difficulté avec les catadores, les cartonneros du Brésil, là, de Recife, puisque des fois, il leur apportait du carton qui ne servait absolument pas pour fabriquer ses livres. Donc, Wellington, en fait, il m'a expliqué comment il fait. Il rentre dans un supermarché, il va dans le rayon des briques de lait, parce que les cartons pour le lait sont costauds. Et il prend tous les cartons, il sort du supermarché avec un caddie plein de cartons, et puis il achète une bouteille d'eau ou une bouteille de je ne sais quoi pour boire, et il dit bon, c'est ma contribution pour le supermarché, pour le carton gratuit. Voilà, chaque structure, c'est méthode. J'ai vu des exemplaires qui utilisaient l'impression, qui utilisaient par exemple le logo. Oui, alors... comme parti pris. Exactement. Oui, il y a une cartonera qui est au Mexique qui s'appelle La Cartonera, qui se situe à Cuernavaca. Et eux, c'est vraiment des couvertures très artistiques. Ils travaillent vraiment autour d'ateliers avec des artistes, des fois même reconnus, qui viennent les aider à faire les livres. Et ce qu'ils aiment beaucoup, beaucoup faire, c'est reprendre ce qu'il y a à l'origine sur le carton et l'intégrer en fait à la couverture. Et c'est ça qui rend les livres vraiment incroyablement créatifs, puisqu'il y a vraiment
vraiment aussi un côté aléatoire, on ne sait pas sur quel morceau de carton on va tomber, et il va nous donner une idée pour aller plus loin et faire quelque chose. Donc, en effet, ça n'a rien à voir avec un livre qu'on peut trouver habituellement. Je pense que Welt a déjà fait ça. Je suis allé à la soirée de dédicace de la première édition de Chasseurs de papillons. Quand je suis arrivé sur place, il n'y avait plus d'exemplaires achetés, et tous les exemplaires étaient numérotés. Et il y a une lecture de poèmes, et chaque couverture était différente parce que parfois il partait de l'esthétique du carton, du produit. Oui, voilà. Des fois, il y a écrit fragile ou made in France, et on utilise beaucoup ça parce que des fois, ça nous donne des nouvelles idées et ça rend la couverture encore plus créative qu'avec du carton brut sans image dessus. Des questions? Alors, encore une fois, la réponse est la même. Chaque structure a ses méthodes de diffusion. C'est très souvent dans les salons du livre, là où on vend le plus de livres, parce que le problème en librairie, c'est que souvent on prend 30% sur une page, donc pour nous c'est pas possible, puisque souvent on vend à prix coûtant. Donc il y a des structures qui vont vendre sur les salons du livre, qui vont vendre dans la rue directement. Ça c'est la caractéristique de Dulcinea Catadora à São Paulo. Ils mettent des robes de carton, ils font des petites pochettes en fait, où ils mettent des livres dedans, et avec des mégaphones ils vont dans la rue, ils récitent des poèmes et ils diffusent comme ça. Il y en a, vous savez, des fois il y a des jongleurs qui se mettent au feu rouge pour vous distraire. Il y en a qui vendent des livres au feu rouge, des livres en carton. Donc ça c'est un exemple au Brésil. Et d'autres exemples originaux, c'est la diffusion à vélo. Donc ça c'est à Recife avec Pé de Letra. Donc en fait il y a une librairie installée sur son porte-bagages, et il va dans la rue et il s'arrête de temps en temps, il ouvre son vélo et voilà, les gens passent et s'arrêtent. Et du coup c'est un concept que j'ai ramené en France et qui existe à Clermont-Ferrand. J'ai une librairie sur mon vélo. Donc vous allez traverser l'Amérique latine. Alors non, ça c'est une erreur, je ne vais pas faire ça avec mon vélo. On a donc Mariposa Cartonera qui a sa librairie en ligne. Oui, par internet aussi. En effet, ça c'est un mode de diffusion. D'ailleurs, Mariposa, qui est assez reconnu, vend énormément de livres par internet. Je me souviens quand j'étais là-bas, Wellington allait souvent à la poste tiens, j'ai vendu des livres. C'est pas encore mon cas. Vous avez là un catalogue qui est assez important. Des questions, d'autres questions? Lê depois a. Ah oui, si vous voulez je peux le faire passer. Apresentação. Et tout à l'heure, on va descendre pour vous faire une visite guidée, la vente de livres aussi. Je ne sais pas si dans la salle il y a d'autres cartoneros français. Je ne sais pas parce que je ne connais pas de vue, mais il me semble, oui. Peut-être que tu peux nous parler de ton expérience. C'est Pauline du coup. Ouais. Moi, c'est Chandaga. J'ai un ami qui est vraiment moderne. C'est un point de petite population. Le principe est le même, c'est que tout le monde ne lit pas les textes. C'est seulement des images. C'est une collection de c'est un recueil de panels de narration. La sortie du métro à Paris. Un livre album. Elle a des pages qui sont insérées sur la même. Et comment est née l'idée de faire des livres en carton? Je pense que beaucoup de gens en France ont la marque d'Angers, la valeur de Clermont-Ferrand, parmi les cartonneries du Sud, comme vous avez pour la tête, avant ça, là. Le livre est en bas. Je vous pourrais voir le recueil de propagande de Marabout. C'est assez drôle. J'étais étonnée parce que je ne m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai reçu par la poste.
même rigolé. Autre question? Investir pour le temps de ramasser le carton, c'est travail d'impression. Travail d'impression, de reproduction de vous n'avez pas le droit de et après, souvent, alors quand on... En fait, non, en fait, quand on sous-traite, on va chez l'imprimeur et l'imprimeur nous imprime. Donc là. Non, alors ça dépend desquels. Par exemple, Cartocéros Édition à Clermont-Ferrand a investi dans une imprimante. Donc c'est une imprimante de bureau un peu grande qui fait de la couleur en A3 et en A4. Et du coup, ça revient moins cher, mais le jour où la machine casse, la personne préparée, ça coûte 1 000 € de faire venir le réparateur. Donc on a un petit peu. On dépend de nos amis pour nous donner un coup de main si la machine casse. Mais de manière générale, les personnes font sous-traiter. Et en fait, c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte. En fait, pour éditer un livre en carton, on a besoin, par exemple, de 20 € pour commencer, même moins. Parce qu'il suffit d'imprimer, par exemple, 10 livres. Avec 20 € on peut en imprimer 20. Un livre comme Le Chasseur de papillons. Et ensuite, on les vend. Et puis, forcément, ce qui va rentrer dans les caisses, ça va permettre de refaire des livres. Donc, souvent, en fait, le modèle économique des associations, les livres s'autofinancent. Grâce à la vente du livre, on réussit à les remplacer et à refaire de nouveau. Comme on fait des minuscules tirages, on n'a pas de perte, on n'a pas de stock. Donc, du coup, c'est pas comme les grandes maisons d'édition qui doivent absolument tout vendre parce que sinon, elles n'arrivent pas à rembourser. Nous, on a 20 € à rembourser à la base. Bon, après, il y a tous les frais de déplacement, les frais de peinture, de matériel, etc. à rajouter. C'est pour ça qu'on fait souvent une moyenne, on ne le vend pas au prix où il sort de l'imprimante, on le vend au prix après avoir passé par le fil, l'aiguille, etc. Mais la question des droits d'auteur, il y a des maisons d'édition qui... Absolument, il y a des maisons d'édition qui rémunèrent. Alors, souvent, on rémunère en livres et non pas en argent. On n'aime pas trop les échanges d'argent, on préfère les échanges de livres. Donc, par exemple, Mariposa Cartonera, elle a un système particulier, c'est que pour le premier tirage, elle donne 15, je ne sais plus si c'est 15 ou 20% de livres à l'auteur, alors qu'une maison traditionnelle, il me semble que c'est 10 ou 15, quelque chose comme ça. Voilà, 10, voilà. Donc du coup, je crois que c'était 15 donc, pour le premier tirage, et après au deuxième tirage, elle s'aligne aux maisons d'édition classiques et elle donne uniquement 10%. Et il y a des exceptions qui sont faites, c'est le cas du poète Miro, donc, qui est très reconnu, mais qui est, en fait, c'est quelqu'un de très simple. Il vivait, il me semble, à une époque même dans la rue. Mais par contre, là, c'est un énorme poète. Et du coup, pour aider ce poète, Maripo, ça donne 50% des livres à l'auteur. Donc, c'est aussi de l'entraide. Qu'il peut vendre. Ah oui, absolument, le poète vend, parce que lui, Il vit de ça. Il vit de ça, et voilà, et du coup, lui, il déclame ses poèmes dans la rue, donc quand on l'écoute, on s'arrête et on achète ses livres, forcément. Donc oui, il arrive bien à les vendre. C'est pour ça qu'ils doivent à chaque fois en refaire des exemplaires de Milo, parce qu'il y en a sans cesse. Et il y a un modèle économique particulier qui s'est développé à Clermont-Ferrand, c'est le prix des livres qui s'adapte au porte-monnaie des lecteurs. C'est le cas donc c'est Cartocéros Édition qui a lancé ça. Moi, j'ai repris avec Cosette Cartonera. C'est-à-dire qu'il y a 3 prix et ils s'adaptent en fonction du lecteur. Si le lecteur n'a pas forcément un budget pour investir dans le livre, il va le payer à un prix solidaire qui est à 5 €. C'est le prix le plus bas qu'on peut faire. Après, s'il veut soutenir le projet et nous aider à remplacer l'ouvrage, il peut payer en prix de soutien qui est 8 €. Et ensuite, il y a le prix équitable. C'est plus ou moins le prix qu'on paierait en librairie, mais je dirais moins cher quand même, qui est à 10 €. Voilà. Selon les structures, il y a toujours des modèles économiques différents. Mais c'est rare de voir des structures qui vivent de ça. Puisqu'on parle de prix, donc les deux, le dictionnaire et le chasseur de papillons, ils sont à combien? C'est ça, c'est 5, 8, 10. En sachant que la main-d'œuvre, bien sûr, elle est bénévole. Parce que quand on compte les heures de travail derrière une couverture, Domi peut vous en parler, puisque c'est avec elle que j'ai peint toutes ces couvertures. Il y a quand même pas mal de boulot. Je vous propose qu'on descende pour la visite guidée et pour la vente de livres. Oui. Merci de votre attention. Merci.
Eu tô aqui. Tá ouvindo? Tô ouvindo, sim. Ça a marché avec le map en map. Ouais, je sais pas. Là. Eu tô ligando para você pelo FaceTime. Pelo... Eu tava transmitindo aqui ao vivo. Tô ligando pelo WhatsApp. Tá bom? Vou pegar. Pessoal, acabando a transmissão. Valeu, obrigado. Quem acompanhou aí.